L'immense salle du Conseil galactique vibrait de tension. Des représentants de dizaines de mondes étaient assis sur leurs sièges flottants, chacun adapté aux besoins spécifiques de leur espèce. La session d'urgence avait été convoquée avec une urgence inhabituelle, et la raison en devint évidente lorsque l'ambassadeur Talon s'avança. Le diplomate Valani paraissait fatigué. Sa silhouette grande et mince tremblait légèrement en approchant du centre de la salle. Son peuple était réputé dans toute la galaxie pour son calme et ses capacités de guérison. Voir l'un d'eux dans une telle détresse suscita des murmures d'inquiétude dans la foule rassemblée. Membre du Conseil, commença Talon, sa voix résonnant à travers la salle grâce aux traducteurs universels. Mon peuple essaie menacé de destruction totale. L'Empire Kortak a pénétré notre système avec une flotte de 200 vaisseaux de guerre. Ils exigent notre reddition totale, sous peine de détruire chaque monde que nous considérons comme notre foyer. Le silence retomba dans la salle. Tout le monde connaissait l'Empire Kortak. C'étaient des pillards et des conquérants qui sévirent dans l'espace comme une peste. Monde après monde, ils étaient tombés sous le coup de leurs vaisseaux massifs et de leurs armées cruelles. Ils étaient impitoyables envers ceux qui résistaient et considéraient la reddition comme une faiblesse à punir. Le représentant Gollard de la Confédération Helix se leva. Ses 4 bras gesticulaient sauvagement tandis qu'il parlait. Les Kortaks n'ont jamais été arrêtés. Nos flottes combinées ont tenté d'aider les colonies du Nexus. L'année dernière, nous avons perdu 30 navires et nous en sommes sortis de justesse. C'est précisément pourquoi nous devons agir différemment, répondit Talon. Si nous ne faisons rien, les Vélanis rejoindront la longue liste des espèces éteintes. Nos connaissances médicales, nos méthodes pacifiques, tout sera perdu à jamais. Un représentant plus âgé des mondes du noyau prit la parole. Que pouvons-nous faire qui n'ait jamais été tenté? Les vaisseaux Kortak sont trop puissants. Leurs armes transpercent nos boucliers comme s'ils étaient une fête de papier. Même si nous rassemblions tous les vaisseaux de tous les mondes ici, nous serions toujours en infériorité numérique et en infériorité numérique. Le débat se poursuivit. Certains souhaitaient envoyer une petite force pour aider à évacuer la population Vélani. D'autres estimaient que même cela serait suicidaire. Les Kortak avaient clairement indiqué que quiconque aiderait leur cible deviendrait lui-même une cible. Alors que les arguments s'intensifiaient, Talon leva la main pour réclamer le silence. Lorsque la salle se tut, il reprit la parole, cette fois plus bas. « Il y a une option dont nous n'avons pas parlé, dit-il. Les humains. » La réaction fut immédiate. Certains représentants eurent le souffle, coupé. D'autres se mirent à parler tous ensemble. Quelques-uns rirent, mais sans humour. « Les humains » demanda Gollard. « Vous voulez dire les primitifs ?»« De ce monde de la mort. Ceux qui ont à peine quitté leur propre système. » Talon hocha la tête. « Les mêmes. La Terre est répertoriée dans nos bases de données comme inhabitable. La gravité est trop forte. L'atmosphère est un poison pour la plupart d'entre nous. Les systèmes météorologiques sont d'une violence inouïe. Pourtant, une vie intelligente s'y est développée. Une vie qui a survécu et prospéré dans des conditions qui tueraient la plupart d'entre nous en quelques minutes. » Le représentant Vex des colonies de la bordure extérieure se pencha en avant. J'ai entendu des histoires à leur sujet. Mes marchands croisent parfois leurs vaisseaux aux confins de l'espace connu. On dit que les humains sont différents, dangereux d'une manière que nous ne comprenons pas. Dangereux comment? Demanda le représentant du monde du noyau. Vex marqua une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Leurs vaisseaux sont construits comme des armes, même ceux destinés au commerce. Leurs équipages s'entraînent constamment au combat, et ils ont ce dicton. La paix passe par une puissance de feu supérieure. Cela signifie qu'ils maintiennent la paix en étant plus dangereux que quiconque pourrait la menacer. La discussion s'engagea à nouveau dans la salle. Certains qualifièrent l'idée d'insensée. D'autres soulignèrent qu'à situation désespérée correspondent des mesures désespérées.
Quelques-uns se demandèrent si les humains répondraient à un appel à l'aide d'extraterrestres qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Talon attendit le calme. « J'ai étudié leur histoire, dit-il. Les humains ont un schéma. Face aux tyrans qui s'attaquent aux faibles, ils ne reculent pas. Ils se battent, et ils ne cessent de se battre jusqu'à ce que le tyran ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Mais que se passerait-il s'ils refusaient ? Demanda un autre représentant. S'ils décidaient que ce n'était pas leur problème, alors notre situation ne serait pas pire qu'aujourd'hui. Talon répondit « Mon peuple mourra de toute façon, mais s'il y a la moindre chance que les humains nous aident, nous devons essayer. » Le vote à hâte était serré, mais il a été adopté. Le Conseil enverrait un message à la Terre demandant de l'aide contre l'Empire Cortique. De nombreux représentants quittèrent la salle en secouant la tête, convaincus de perdre un temps précieux avec un plan désespéré. À l'autre bout de la galaxie, aux confins d'un petit bras spiral, le capitaine Reed était assis, dans son siège de commandement, à bord du vaisseau humain, le Prometheus. Le vaisseau était en patrouille, scrutant les limites de l'espace humain à la recherche de tout signe de problème. C'était une tâche de routine, mais Reed ne laissait jamais son équipage s'endormir. D'après son expérience, les ennuis avaient tendance à vous surprendre au moment où vous vous y attendiez le moins. Capitaine, appela le lieutenant Johnson depuis la station de communication. Je capte un signal sur le canal d'urgence. Cela ne vient d'aucun vaisseau humain. Reed fronça les sourcils. Le canal d'urgence était réservé aux situations les plus graves. Passez-le. Le message qui résonna sur la passerelle était différent de tout ce qu'ils avaient déjà entendu. Une voix étrangère, dans un anglais approximatif mais compréhensible, racontait une histoire de génocide et de désespoir. Une civilisation entière était menacée d'extinction par un empire brutal. Elle n'avait plus d'autre choix. « À quelle distance se trouve ce système Vellani ?» demanda Reed. « Environ 6 jours au saut maximum, monsieur », répondit l'officier de navigation. Reed se leva et se dirigea vers l'écran principal, qui affichait désormais une carte du ciel avec le système Vallani surligné en rouge. Autour, des dizaines d'autres systèmes étaient marqués de crânes, symboles indiquant des mondes que les Cortac avaient déjà détruits. « Monsieur ?» demanda Johnson. « Quels sont vos ordres ?» Reed observa l'écran un long moment. Il repensa aux ordres du commandement terrestre, qui étaient de patrouiller la frontière et d'éviter tout contact avec des forces extraterrestres hostiles. Il pensa au Prometheus, qui n'était qu'un vaisseau face à un empire. Il pensa aux membres de l'équipage sous son commandement, dont les familles les attendaient au pays. Puis il pensa à une civilisation pacifique sur le point d'être anéantie par des tyrans qui pensaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient, car personne n'était assez fort pour les arrêter. « Cap sur le système Villani », ordonna Reed. « Vitesse maximale. »« Monsieur, » dit prudemment l'officier tactique, « ne devrions-nous pas d'abord contacter le commandement terrestre, obtenir une autorisation ou des renforts ?» Reed se tourna vers son équipage. Tous le regardaient, attendant sa décision. C'étaient non des braves gens, des soldats entraînés, qui avaient juré de protéger les innocents où qu'ils se trouvent. « Nous enverrons un message au commandement en chemin, » dit Reed. « Mais nous n'attendons pas d'ordre. » Ce message disait que ces gens avaient encore quelques jours avant d'être tous morts. Si nous attendions que les bureaucrates se décident, nous arriverions juste à temps pour compter les corps. L'équipage de la passerelle échangea un regard. Ils savaient tous qu'il s'agissait peut-être d'une mission suicide. Un vaisseau humain contre un empire extraterrestre tout entier n'était guère avantageux. Mais ils savaient aussi que leur capitaine avait raison. Quelqu'un avait appelé à l'aide, et des humains avaient répondu aux appels. C'est ce qu'ils firent. Le capitaine rapporta à l'officier de navigation de sauter lorsqu'il était prêt. Reed ordonna au Prométhée de disparaître dans l'hyperespace, fonçant vers un système stellaire lointain où un mâle ancien était sur le point d'apprendre ce qui s'était passé lorsque les humains décidèrent qu'il fallait arrêter quelqu'un. Prométhée quitta l'hyperespace aux confins du système Villani, ses capteurs scrutant immédiatement les menaces. Le capitaine Reed se tenait sur la passerelle, l'écran tactique se remplissait de points rouges. Chaque point représentait un navire de guerre Cortac.
Et il y en avait bien plus que ce que les rapports initiaux indiquaient. « Comptez-les », ordonna Reed à voix basse. Le lieutenant Johnson travaillait à son poste, le visage blêmissant à mesure que les chiffres grimpaient. « Monsieur, je relève plus de 300 navires. Les plus grands sont plus imposants que tout ce que nous avons dans nos bases de données. » Reed hocha la tête d'un air sombre. Les Cortac avaient déployé toute leur flotte de combat pour écraser les Villani. Ce n'était pas seulement une invasion, c'était une déclaration à la galaxie. Toute résistance était vaine. « Lancez les sondes furtives », ordonna Reed. « Je veux tout savoir sur ces vaisseaux. Leurs armes, leurs boucliers, leurs points faibles, tout. » 3 petits drones presque invisibles ont décollé du Prometheus et ont entamé leur dangereux voyage vers la flotte Cortac. Chaque sonde était équipée du système de balayage le plus avancé jamais construit par l'homme. Ils avançaient lentement, utilisant des champs gravitationnels pour masquer leur approche. Pendant que les sondes fonctionnaient, Reed contacta le commandement terrestre. La réponse fut immédiate et directe. L'amiral Brooks en personne apparut sur l'écran de communication, son visage sévère exprimant à la fois inquiétude et détermination. « Capitaine Reed, dit-elle, j'ai lu votre rapport initial. 300 vaisseaux ennemis, c'est tout ce à quoi nous nous attendions. Quelle est la situation sur le terrain ?» Reed a consulté les capteurs. « C'est grave, amiral. Les Cortex ont encerclé 4 mondes Vélani. Ils n'attaquent pas encore, mais leurs exigences sont claires. Reddition totale ou destruction totale. Et la réponse des Valani? Ils tentent d'évacuer leur population, mais ils manquent de vaisseaux. Peut-être que 10% de leur population pourra s'échapper avant la date limite. » L'amiral Brooks resta silencieux un instant. Reed la vit calculer les probabilités, sous-peser les risques et les gains potentiels. Finalement, elle prit la parole. « Nous envoyons des renforts, capitaine. Tous les navires disponibles sont mobilisés, mais cela prendra du temps. » « Combien de temps ?»« 48 heures, minimum, peut-être 72. » Reed regarda à nouveau l'écran tactique. L'échéance de Cortac était dans 36 heures. Même si la Terre envoyait tous ses vaisseaux, cela ne suffirait pas à sauver le peuple Vélani. Compris, amiral. Nous ferons tout notre possible jusqu'à votre arrivée. La première sonde, furtive, atteignit la formation Cortac et commença son analyse détaillée. Les données transmises au Prométhée étaient à la fois fascinantes et terrifiantes. Les vaisseaux Cortac avaient été construits dans un seul but, la destruction massive. Leurs coques étaient épaisses et lourdement blindées. Leurs armes pouvaient percer n'importe quel bouclier. Système. Plus important encore, ils transportaient d'immenses compartiments remplis de soldats. Le commandant Stone, l'officier de renseignement du vaisseau, étudiait les relevés avec une inquiétude croissante. Plus important encore, il transportait d'immenses compartiments remplis de soldats. Le commandant Stone, officier de renseignement du vaisseau, étudia les relevés avec une inquiétude croissante. « Capitaine, ce ne sont pas de simples vaisseaux de guerre, ce sont des plateformes d'invasion. Chacun de ces gros vaisseaux transporte suffisamment de troupes pour conquérir une planète entière. De combien de troupes parlons-nous ?» Stone fit ses calculs. D'après la taille des vaisseaux et ce que l'on peut observer de leur structure interne, il pourrait y avoir 2 millions de soldats, tous lourdement armés et équipés pour une attaque planétaire. Reed siffla doucement. L'armée humaine comptait moins de 5 millions de soldats actifs, toutes branches confondues. Les Cortac en avaient amené près de la moitié pour écraser un seul système pacifique. La seconde sonde BR s'approcha d'un des imposants cuirassés Cortax. Ce qu'il y découvrit glaça le sang de Reed. La coque du vaisseau était décorée de symboles et de trophées de mondes conquis. Des pans entiers d'architecture extraterrestre avaient été soudés à l'extérieur, tels des scalps prélevés sur des ennemis vaincus. « Monsieur », appela Johnson depuis son poste, « je capte des transmissions de la flotte Cortac. » Le traducteur universel a du mal avec leur langue, mais je crois en saisir le sens. Mettez-le sur haut-parleur. Le pont s'emplit de sons gutturaux et rauques qui ressemblaient plus à des grognements d'animaux qu'à des discours intelligents. Lentement, le traducteur commença à donner un sens aux mots. La victoire par la force par la conquête.
Le faible existe pour servir le fort. Ceux qui résistent sont détruits. Ceux qui se soumettent deviennent esclaves. Telle est la voix des Kortak. Tilao. Message répété sans cesse. Diffusé sur toutes les fréquences. Son but était de démoraliser quiconque écoutait, de rendre la résistance vaine avant même le début des combats. Mais Reed remarqua quelque chose d'intéressant dans la transmission. Les Kortak ne menaçaient pas seulement les Valanis. Ils cherchaient à se convaincre eux-mêmes. La répétition du message, le renforcement constant de leur supériorité, suggérait qu'ils devaient en croire à leur propre propagande. La troisième sonde acheva son analyse de la structure de commandement des Kortak. Basir. Flotte ennemie était organisée selon une hiérarchie rigide, les plus gros vaisseaux au centre, entourés de rangées de vaisseaux plus petits. Leur formation manquait de flexibilité, aucune marge de manœuvre pour des tactiques créatives. Ils s'appuyaient sur la force brute et l'intimidation. Commandant, Stone porta son analyse à l'attention de Reed. Capitaine, je crois comprendre le fonctionnement des Kortak. Ils n'ont jamais rencontré de résistance sérieuse. Toutes les espèces qu'ils ont conquises se sont soit rendues immédiatement, soit ont été écrasées si rapidement qu'elles n'ont jamais appris à s'adapter. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie qu'ils n'ont aucune expérience face à un ennemi capable de riposter efficacement. Leurs tactiques sont conçues pour submerger des adversaires faibles, et non pour gérer une réelle menace militaire. Reed étudia à nouveau le dispositif tactique, non pour gérer une réelle menace militaire. Reed étudia à nouveau le dispositif tactique, observant la formation Kortak avec un regard neuf. Leurs vaisseaux étaient puissants, mais leur disposition supposait qu'aucun ennemi n'oserait les attaquer directement. Les petits vaisseaux à l'extérieur étaient trop dispersés pour se soutenir mutuellement. Les gros vaisseaux, au centre, étaient trop en retrait pour réagir rapidement aux menaces. « On dirait qu'ils défient quelqu'un de les attaquer », murmura Reed. « Monsieur ?» demanda Johnson. « Regardez leur formation. Ils ne cherchent pas à se protéger. Ils essaient de paraître aussi menaçants que possible. C'est psychologique. De la guerre, pas de la stratégie militaire. » Plus Reed étudiait l'ennemi, plus il comprenait que l'Empire Kortok reposait sur un mensonge. Ils n'étaient pas des guerriers imbattables. C'étaient des brutes qui n'avaient jamais rencontré personne prêt à riposter. Un nouveau message arriva du gouvernement Vélani. L'ambassadeur Talon apparut à l'écran, le visage marqué par l'épuisement et la peur. « Capitaine Reed, dit-il, les Kortak nous ont lancé leur ultimatum. Nous avons 18 heures pour nous rendre complètement. Sinon, ils commenceront à détruire nos mondes, un par un. Notre peuple panique. Beaucoup veulent se rendre juste pour survivre un peu plus longtemps. « Attendez, ambassadeur, répondit Reed. Les secours arrivent. Survivez un peu plus longtemps. Attendez, ambassadeur, répondit Reed. Les secours arrivent. Mais vous n'êtes qu'un seul vaisseau. Comment pouvez-vous tenir tête à toute leur flotte? Reed regarda son équipage, lisant la détermination sur leur visage. C'étaient des humains élevés sur un monde qui cherchait à les tuer chaque jour. Ils avaient appris à survivre en étant plus intelligents, plus résistants et plus obstinés que tout ce qui les menaçait. Nous trouverons un moyen, dit simplement Reed. Les humains le font toujours. Après cela, la communication fut interrompue. Reed convoqua ses officiers supérieurs. Ils se réunirent dans la petite salle de conférence près de la passerelle, le visage grave, tandis qu'ils examinaient les renseignements recueillis par les sondes. « Messieurs, commença Reed, nous sommes en infériorité numérique, 300 contre 1. L'ennemi dispose d'une puissance de feu et d'un blindage supérieur. La situation est, à tous égards, désespérée. » Il marqua une pause, le temps de réfléchir. Heureusement, les humains n'ont jamais été particulièrement raisonnables. Nous allons les frapper, et nous allons les frapper fort. Mais il faut agir intelligemment. La séance de planification a duré des heures.
chaque officier rapportant ses idées et son expertise. À la fin de la réunion, ils disposaient d'un plan aussi brillant qu'insensé. Il reposait sur la rapidité, la surprise et l'imprévisibilité humaine. À la fin de la réunion, Reed resta sur place, les yeux rivés sur l'écran tactique. Dans quelques heures, son navire affronterait une flotte ennemie entière. Les chances étaient minces, mais Reed se surprit à sourire. Les Cortac allaient apprendre ce qui se passait lorsque des brutes s'en prenaient à quelqu'un capable de riposter. L'ultimatum des Cortac expirait à l'aube sur le premier mont de Valani. L'amiral Kresh se tenait sur le pont de son vaisseau amiral, observant la paisible planète en contrebas. Les Vélani ne s'étaient pas rendus, mais n'avaient pas résisté non plus. Ils attendaient, simplement, espérant, un miracle qui ne se produirait jamais. « Commencez le bombardement !» ordonna Kresh. « Détruisez d'abord leur capitale. Qu'ils voient ce qui arrive à ceux qui défient l'Empire Cortac. » Les canons massifs du Dreadnought commencèrent à charger, leurs signatures énergétiques atteignant des niveaux dévastateurs. À travers la flotte, d'autres vaisseaux se préparaient à rejoindre l'attaque. En quelques minutes, des millions de vies innocentes seraient anéanties pour l'exemple de la galaxie. C'est alors que le Prométhée apparut. Le vaisseau humain surgit de l'hyperespace, juste entre la flotte Cortac et la planète en contrebas. Il était minuscule comparé aux vaisseaux de guerre extraterrestres, pas plus grand que l'un de leurs vaisseaux d'escorte. Mais son apparition soudaine fit s'arrêter le Cortac. Vaisseau inconnu. L'amiral Kresh annonça. Vous interférez avec les opérations militaires du Cortac. Retirez-vous immédiatement, ou vous serez détruit. La réponse du capitaine Reed fut diffusée sur toutes les fréquences, de sorte que tous les vaisseaux du système purent l'entendre clairement. Ici le capitaine Reed du vaisseau humain Prometheus. Le peuple Valani est sous notre protection. Toute attaque contre eux sera considérée comme un acte de guerre contre l'humanité. Vous avez 60 secondes pour retirer vos forces. L'équipage de la passerelle Cortac échangea un regard confus. Un vaisseau extraterrestre menaçait toute leur flotte. C'était soit la chose la plus courageuse qu'ils aient jamais vue, soit la plus stupide. L'amiral Kresh rit, un rire rauque qui résonna dans tout son vaisseau. Humain. J'ai entendu parler de votre espèce. Vous vous prenez pour des guerriers parce que vous avez survécu sur un monde hostile. Laissez-moi vous montrer ce que les vrais guerriers peuvent faire. Il se tourna vers son officier d'armement. Détruisez ce vaisseau. Utilisez-le comme cible d'entraînement. 12. Cortac. Les destroyers avançaient, leurs canons chargeant. Le vaisseau humain ne chercha pas à fuir. Au lieu de cela, il fit quelque chose d'absurde. Il accéléra droit vers la formation Cortac, comme s'il comptait les percuter. Insensés extraterrestres, murmura Kresh. Ils préfèrent le suicide à la reddition. Mais le Prométhée n'avait pas l'intention de percuter qui que ce soit. Alors qu'il atteignait la limite de la formation Cortac, il changea brusquement de cap et passa directement sous le destroyer le plus proche. Le vaisseau Cortac tenta de le traquer avec ses canons, mais le vaisseau humain était trop proche et avançait trop vite. La voix de Reed résonna dans les communications. « Vous auriez dû accepter notre offre. » Le Prometheus tira à bout portant sur la section moteur du destroyer. Les boucliers Cortac, conçus pour parer les attaques à distance, étaient inefficaces à si courte portée. Les canons du vaisseau humain transpercèrent la coque comme du papier et le destroyer explosa dans un éclat de lumière. Avant même que le Cortac puisse réagir, le Prometheus se dirigeait déjà vers sa prochaine cible. Il fonça entre les plus gros navires, les utilisant comme couverture pendant qu'il attaquait leurs escorteurs plus petits. Le vaisseau humain se battait comme jamais les Cortac n'en avaient vu. Il était rapide, imprévisible et totalement intrépide. « Tous les navires, ouvrez le feu !» cria l'amiral Kresh. « Détruisez ce vaisseau !» La flotte Cortac braqua ses canons sur l'unique vaisseau humain, emplissant l'espace de rayons d'énergie et de projectiles. Mais le Prométhée semblait danser entre les attaques,
ne restant jamais au même endroit assez longtemps pour être touché. Il se déplaçait comme un pilote de chasse en combat aérien, et non comme un capitaine de vaisseau en bataille navale. Debout sur sa passerelle, le capitaine Reed donnait calmement des ordres tandis que son vaisseau zigzaguait à travers la formation ennemie. Johnson visait leurs antennes de commandement. Stone préparait les modules d'embarquement. Nous allons prendre un de leurs gros vaisseaux. Monsieur, répondit Stone, des modules d'embarquement? Nous n'avons que 30 marines à bord. 30 marines humains, corrigea Reed, contre des extraterrestres qui n'ont jamais affronté de vrais soldats. Cela devrait suffire. Le Prométhée s'aligna sur un croiseur Cortac et lança 3 nacelles d'abordage depuis ses tubes de lancement. Ces petits vaisseaux étaient conçus pour percer les coques ennemies et larguer des troupes directement sur les vaisseaux ennemis. Le Cortac était impuissant face à une telle tactique Tao, car aucune espèce civilisée n'avait jamais été assez folle pour la tenter. Les nacelles percutèrent le croiseur et brûlèrent son blindage. 30 marines humains, menés par le sergent Miller, se déversèrent dans le vaisseau extraterrestre. Ils portaient des armures motorisées qui les faisaient ressembler à des démons de métal et des armes capables de percer des cloisons. L'équipage du Cortac n'avait jamais combattu à bord de son propre vaisseau. Leurs armes étaient conçues pour le combat planétaire et non pour l'étroitesse des couloirs des vaisseaux. Les humains, quant à eux, s'étaient entraînés précisément pour ce genre de combat. « Vite, frappe fort !» ordonna Miller à ses troupes. « Retrouvez leur passerelle et prenez le contrôle de leur vaisseau. » Les marines se répandirent dans le vaisseau Cortac, tel un virus, se frayant un chemin parmi des soldats extraterrestres désorientés et paniqués. Les Cortac étaient tant forts et féroces, mais ils n'avaient jamais affronté d'ennemis aussi acharnés et habiles. En 20 minutes, les marines humains avaient capturé le pont du croiseur. Miller se tenait au-dessus du capitaine Cortac vaincu, son armure fumant sous les tirs ennemis. « Promettez, ici Miller, nous avons le contrôle du vaisseau. Quels sont vos ordres ?» La voix de Reed résonna clairement dans les communications. « Pointez leurs canons sur leur propre flotte. Voyons voir s'ils apprécient d'être la cible. » Le croiseur Cortac capturé pointa lentement ses armes vers le reste de la flotte. Les autres navires Cortac hésitaient, hésitant à tirer sur leur propre navire. Ce moment de confusion fut tout ce dont Reed avait besoin. Le Prométhée surgit de derrière un cuirassé Cortac, ses canons flamboyants. Il avait réussi à se faufiler derrière le vaisseau amiral ennemi sans être détecté. Le navire de Reed déversa son feu sur l'imposante section moteur, la paralysant et la laissant à la dérive. L'amiral Kresh regarda, horrifié, sa formation parfaite se désagréger. Le vaisseau humain était partout, à la fois, frappant et disparaissant avant que ses artilleurs puissent réagir. Son propre croiseur tirait sur sa flotte. Son vaisseau amiral était hors d'état de nuire et en flammes. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il. « Ce n'est qu'un seul navire. » Son officier tactique, un vétéran balafré de dizaines de campagnes, leva les yeux de ses instruments, la peur au visage. « Amiral, ces humains se battent comme des démons. Ils ne suivent aucun modèle de guerre connu. Ils attaquent alors qu'ils devraient battre et en retraite. Ils abordent les navires au lieu de les détruire. Ils utilisent que nos propres armes contre nous. Qu'alors nous les anéantirons de toutes nos forces, rugit Kresh. Tous les navires concentrent leur feu sur ce vaisseau humain. Je veux qu'il soit réduit en miettes. Vaisseau, concentrez vos tirs sur ce vaisseau humain. Je veux qu'il soit réduit en miettes. Mais Reed avait anticipé cette réaction. Alors que la flotte Cortac concentrait son attention sur le Prométhée, 3 autres vaisseaux humains surgirent de l'hyperespace. Il s'agissait de destroyers de la flotte de la patrouille théoltérienne, plus petit et plus rapide que le Prométhée, mais tout aussi dangereux. Le capitaine Nash du destroyer Revenge mena les nouveaux arrivants dans une attaque coordonnée contre l'arrière-garde des Cortac. Son vaisseau et ses compagnons évoluaient en formation parfaite, leurs canons abattant les vaisseaux ennemis avec une précision chirurgicale. Les Cortac se retrouvèrent pris entre 2 forces. Le Prometheus continua sa danse mortelle au sein de leur formation, tandis que les nouveaux vaisseaux humains attaquèrent en sens inverse,
Chaque mouvement des extraterrestres était anticipé et contré par les commandants humains. Monsieur, l'officier tactique Kortak a rapporté que nous avions perdu 47 vaisseaux. Les humains n'en avaient perdu aucun. L'amiral Crash fixait l'écran tactique, incrédule. Sa puissante flotte, la terreur de la galaxie, était démantelée par 4 vaisseaux humains. C'était impossible, mais cela se produisait sous ses yeux. « Retirez-vous » ordonna-t-il doucement. « Monsieur, retirez-vous » cria Crash. Tous les vaisseaux se replièrent en hyperespace. Nous allons nous regrouper et appeler des renforts. Mais les humains n'en avaient pas fini avec eux. Alors que les vaisseaux Kortak tentaient de s'échapper, le croiseur capturé ouvrit le feu sur eux par derrière. Les marines humains avaient transformé le vaisseau extraterrestre en arme contre leur propre flotte. La retraite des Kotter, près des Kortak, tourna à la déroute, les vaisseaux étant détruits les uns après les autres en tentant d'atteindre l'hyperespace. Ceux qui s'échappèrent apportèrent une nouvelle qui allait ébranler les fondements de l'Empire Kortak. Les humains étaient arrivés et ils combattirent Kent comme jamais la galaxie n'en avait vu. La nouvelle de la défaite du système Valani se répandit dans tout l'Empire Kortak comme une traînée de poudre. Pour la première fois de son histoire, une flotte Kortak avait été forcée de battre en retraite, non pas par une force supérieure, mais par 4 vaisseaux extraterrestres qui combattaient avec des tactiques qu'aucune espèce civilisée n'avait jamais utilisées. L'empereur Vrak était assis sur son trône dans la capitale du monde natal des Kortak, écoutant le rapport de l'amiral Crash. La grande salle était remplie de commandants militaires, tous cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Vous avez perdu 60 navires face à 4 vaisseaux humains. La voix de l'empereur Vrak était dangereusement basse. Expliquez-moi comment c'est possible. L'amiral Crash s'agenouilla devant le trône, son armure encore calcinée par la bataille. Monseigneur, ces humains ne se battent pas comme les ennemis que nous avons affrontés. Ils utilisent leurs vaisseaux comme des armes, percutant les nôtres ou les faisant exploser au cœur de nos formations. Ils abordent nos vaisseaux au lieu de les détruire à distance. Ils retournent nos propres armes contre nous. Lâche, cracha le général Tok depuis sa position à côté du trône. Vous avez été vaincu par des extraterrestres primitifs, et maintenant vous vous excusez. Alors, affrontez-les, répliqua Crash avec colère. Prenez vos armées et montrez-nous comment procéder. L'empereur Vrak leva la main pour réclamer le silence. Assez. Nous ne nous laisserons pas vaincre par une poignée de vaisseaux venus d'un monde inconnu. Mobilisez la deuxième flotte. Amenez 10 000 vaisseaux pour écraser ces humains et leurs familiers Valani. Mais les humains ne défendaient plus seulement le système Valani. Tandis que les Kortak se disputaient, des vaisseaux humains avaient suivi les extraterrestres en retraite jusqu'à leur territoire. Ce qui avait commencé comme une mission de sauvetage prenait une ampleur bien plus grande. Le capitaine Reed se tenait dans la salle de guerre à bord du porte-avions de la flotte terrestre New York, arrivé avec d'importants renforts. L'amiral Brooks avait apporté tout ce dont la Terre pouvait se passer. Cuirassés, porte-avions, destroyers et vaisseaux de soutien. La flotte humaine comptait désormais plus de 200 vaisseaux. Les Kortak possèdent des bases militaires dans 17 systèmes, expliqua l'amiral Brooks en désignant la carte stellaire. Chaque base soutient leur expansion sur de nouveaux territoires. Si nous les détruisons, nous pouvons couper leurs lignes de ravitaillement et les empêcher de faire la guerre. Le général Hayes, commandant de la force expéditionnaire du corps des marines, a étudié les données tactiques. Ces bases sont fortement défendues. Certaines d'entre elles disposent d'armes terrestres capables de détruire nos vaisseaux en orbite. Dans ce cas, nous ne les combattons pas en orbite, a répondu l'amiral Brooks. Nous remontons à la surface et les détruisons à la dure. La première cible était un chantier naval Kortak, dans le système Corvex. L'installation était gigantesque, capable de construire 50 vaisseaux de guerre simultanément. Elle était protégée par des plateformes de défense orbitale et une garnison de 100 000 soldats Kortak. Le Major Cross dirigeait l'équipe d'assaut qui allait s'emparer du chantier. Son unité de force spéciale s'était entraînée pour ce genre de mission, mais jamais contre un ennemi aussi largement supérieur en nombre. « Souvenez-vous, dit Cross à ses soldats, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer dans leur vaisseau de débarquement. Nous ne sommes pas ici pour un combat loyal. Nous sommes ici pour gagner, exploiter tous les atouts dont nous disposons.
L'attaque commença avec le capitaine Wells et son escadron de destroyers, éliminant les défenses orbitales. Les vaisseaux humains se déplaçaient trop vite pour que les artilleurs Kortak puissent que les suivre, frappant chaque plateforme avec précision avant de passer à la cible suivante. Les défenses orbitales étant neutralisées, le Major Cross mena ses marines à la surface. Les Kortak avaient établi leur base dans une vallée montagneuse, pensant que le terrain les protégerait des attaques. Ils n'avaient pas imaginé que les humains étaient experts en combat en montagne. Les marines débarquèrent sur les sommets entourant la vallée et entamèrent leur descente. Ils se déplaçaient en petites équipes, utilisant le terrain rocailleux pour dissimuler leur approche. Chaque équipe disposait d'une puissance de feu suffisante pour détruire un pâté de maison, concentré en armes, pouvant être porté individuellement par des soldats. Les gardes Kortak ne les virent pas venir. Le premier signe d'attaque apparut lorsque des explosions commencèrent à déchirer leur position défensive. Les humains frappèrent de plusieurs directions à la fois, utilisant des tactiques incompréhensibles pour les défenseurs extraterrestres. « Ils sont partout !» rapporta un commandant Kortak à son quartier général. « Comment si peu de soldats peuvent-ils être présents à autant d'endroits à la fois ?» La réponse était simple. Les soldats humains étaient entraînés à combattre individuellement et non pas seulement au sein de grandes formations. Chaque marine pouvait opérer de manière autonome, prendre des décisions et s'adapter aux situations changeantes sans attendre d'ordre. Pendant que les marines s'emparaient des installations terrestres, les équipes de démolition commençaient à placer des charges explosives dans tout le chantier naval. En 6 heures, l'ensemble du site était sous contrôle humain. Le Major Cross se tenait au centre de commandement, observant ses équipes détruire systématiquement tout équipement susceptible de servir à la construction des vaisseaux de guerre Kortak. « Cible détruite », rapporta-t-il à l'amiral Brooks, passant à l'objectif suivant. Le schéma se répétait dans toute la base de Kortak. Les forces humaines attaquaient bases militaires, dépôts de ravitaillement et centres de communication. Chaque attaque était planifiée et exécutée avec une efficacité redoutable. Les humains n'ont pas seulement vaincu leurs ennemis, ils ont anéanti leur capacité à poursuivre le combat. L'empereur Vrak a vu son empire s'effondrer sur les écrans stratégiques de sa salle du trône. Des lumières rouges indiquaient les bases détruites ou capturées. Les lignes de communication ont révélé des failles. Là où les forces humaines avaient coupé les connexions entre les mondes, Kortak. Combien de vaisseaux possèdent ces humains ? A-t-il demandé. Nos renseignements ne suggèrent pas plus de 500 vaisseaux, répondit son conseiller principal. Mais ils combattent comme s'ils en avaient des milliers. Des missiles, répondit son conseiller principal. Mais ils combattent comme s'ils en avaient des milliers. Ils frappent plusieurs cibles simultanément, puis disparaissent avant que nos forces ne puissent réagir. Alors nous les forcerons à venir à nous, décida l'empereur Vrak. Rappelons toutes les flottes sur leur planète d'origine. Qu'ils tentent d'attaquer notre plus solide fortification. Mais les humains n'avaient aucune intention d'attaquer directement la planète natale des Kortak. Au lieu de cela, ils ont continué. Leur destruction systématique des infrastructures de l'Empire, l'amiral Brooks avait étudié les rapports d'expansion des Kortak et identifié leurs faiblesses. Ils dépendaient d'un réseau complexe de lignes de ravitaillement pour entretenir leurs machines militaires. Si on coupe les artères, le corps meurt, expliqua-t-elle à son équipe. Nous n'avons pas besoin de détruire tous les vaisseaux Kortak. Il faut simplement les empêcher de ravitailler ou de réparer ces vaisseaux. Le capitaine Nash mena une escadre de destroyers lors d'une attaque contre le principal dépôt de carburant Kortak, dans le système Zarian. L'installation traitait le carburant nécessaire à la moitié de la flotte Kortak, transformant les matières premières en une matière exotique dont leurs vaisseaux s'alimentaient. L'attaque fut rapide et dévastatrice. Les vaisseaux de Nash apparurent de l'hyperespace, tirant déjà, leurs armes ciblant les zones les plus sensibles de la raffinerie. Les explosions qui suivirent furent vite visibles depuis l'orbite. Et l'installation brûla pendant des jours. Des attaques similaires ont frappé des exploitations minières, des usines d'armement et des centres d'entraînement.
Chaque mission réussie affaiblissait la capacité de l'Empire Kortak à poursuivre la guerre. Plus importante encore, elle envoyait un message à chaque commandant Kortak. Nul endroit n'était à l'abri d'une attaque humaine. L'impact psychologique était encore plus grand que les dégâts militaires. Les soldats Kortak, qui n'avaient jamais connu la défaite, commencèrent à craindre leurs ennemis humains. Des histoires se répandirent dans leurs rangs, celles de marines se battant comme des démons, de vaisseaux surgis de nulle part pour frapper et disparaître, d'un ennemi qui n'abandonnait jamais et était impitoyable. Des flottes Kortak entières commencèrent à se rendre plutôt que d'affronter les forces humaines au combat. Des planètes fidèles à l'Empire depuis des générations proclamèrent leur indépendance. L'Empire Kortak, fondé sur la peur et l'intimidation, s'effondrait tandis que ses ennemis réalisaient qu'il n'était pas invincible. Dans sa salle du trône, l'empereur Vrak contemplait les vitrines présentant les vestiges de son ancien empire puissant. La moitié de son territoire était en rébellion ouverte. Ses flottes étaient dispersées ou détruites. Ses commandants militaires étaient morts ou cachés. « Amenez-moi le chef humain », ordonna-t-il à ses conseillers restants. « Je négocierai. » Mais les humains n'étaient pas intéressés par la négociation. Ils avaient vu ce que l'Empire Kortak faisait subir au monde pacifique. Ils avaient été témoins du génocide, de l'esclavage, de la cruauté désinvolte qui caractérisait la civilisation Kortak. Il n'y aurait pas de négociation. Seule la justice régnerait. 3 mois après la première bataille du système Vellani, l'empereur Vrak s'agenouillait dans les ruines de sa salle du trône. Le grand palais, debout depuis 1000 ans, n'était plus qu'un monument brisé à la fierté déchue. Des marines humains montaient la garde à chaque entrée, leurs armes prêtes mais inutiles. Le souverain Kortak n'avait plus aucune force pour se battre. L'amiral Brooks marchait à travers les décombres, ses bottes crissant sur la pierre brisée et le métal tordu. Elle s'arrêta devant l'ancien empereur, regardant celui qui avait autrefois commandé la force militaire la plus redoutée de la galaxie. « Votre empire est fini », dit-elle simplement. « Vos flottes sont détruites ou se sont rendues. Vos mondes sont en rébellion. Votre peuple exige un nouveau leadership. » Vrak releva lentement la tête. Son armure autrefois fière était cabossée et balafrée. La couronne qui avait marqué son autorité absolue gisait brisée à ses pieds. « Que me voulez-vous » demanda-t-il. « La justice » répondit Brooks, « pour chaque monde détruit, pour chaque vie innocente ôtée, pour chaque espèce que vous avez poussée à l'extinction. Dans toute la galaxie, l'effondrement de l'Empire Kortak a provoqué une onde de choc dans toutes les civilisations. Des espèces qui avaient vécu dans la terreur pendant des générations se sont soudainement retrouvées libres. Le Conseil galactique a convoqué des sessions d'urgence pour gérer les conséquences, mais les participants ont eu du mal à comprendre ce qui s'était passé. L'ambassadeur Talon s'est à nouveau présenté devant le Conseil, mais les participants ont eu du mal à comprendre ce qui s'était passé. L'ambassadeur Talon se présenta de nouveau devant le Conseil, mais cette fois, son message était bien différent. Le diplomate Vellani paraissait plus sain, son peuple sauvé d'une destruction certaine. Derrière lui, des écrans holographiques montraient l'état actuel de l'ancien territoire Kortak. « Les humains ont accompli un exploit sans précédent », rapporta Talon. « Ils n'ont pas conquis l'Empire Kortak, ils l'ont complètement démantelé. Toutes les installations militaires ont été détruites ou capturées. Tous les vaisseaux de guerre ont été éliminés. L'infrastructure qui soutenait leurs machines de guerre n'existe plus. » Le représentant golaire de la Confédération Helix se pencha en avant sur son siège flottant. « Et la population Kortak? Les humains ne commettent sûrement pas de génocide en retour ?»« Non, » répondit Talon. « Les humains ont pris soin de distinguer l'armée Kortak de la population civile. Les soldats qui se sont rendus ont été faits prisonniers. Les civils ont été laissés tranquilles, sauf s'ils soutenaient activement les opérations militaires. Mais qu'en est-il de leurs dirigeants ?» demanda le représentant des mondes du noyau. « Les criminels de guerre sont détenus en attendant leur procès. Les humains insistent pour que les responsables du génocide soient traduits en justice. Ils ont rassemblé des preuves provenant de centaines de mondes détruits. » La salle du conseil bourdonnait de conversations nerveuses.
Jamais auparavant, un empire galactique entier n'avait été anéanti de manière aussi radicale par une force aussi réduite. Les implications étaient stupéfiantes. Sur la planète natale des Kortak, le capitaine Reed traversait la capitale avec une escouade de marines. Les rues étaient calmes, remplies de civils extraterrestres qui observaient les humains avec un mélange de peur et de curiosité. La plupart n'avaient jamais vu leurs conquérants de près. Le peuple Kortak n'était pas foncièrement mauvais, avait appris Reed. C'était une culture guerrière, façonnée par des siècles de régimes militaires. Leurs dirigeants les avaient convaincus que la conquête était nécessaire à la survie, que le fort avait le droit de dominer le faible. « Monsieur » rapporta le sergent Miller, « les représentants du gouvernement civil sont prêts à vous rencontrer. » Reed hocha la tête. Les humains avaient insisté pour que le peuple Kortak choisisse ses nouveaux dirigeants parmi ses propres civils et non parmi ses militaires. Ce fut un processus difficile, mais nécessaire à une paix durable. La réunion eut lieu dans ce qui avait été autrefois la salle du conseil privé de l'empereur. Une douzaine de civils Kortak étaient assis autour d'une table ronde, leurs visages exprimant à parts égales l'incertitude et l'espoir. Il s'agissait d'enseignants, de médecins, d'ingénieurs et d'administrateurs qui n'avaient jamais exercé de pouvoir politique. « Nous ne savons pas gouverner », admit l'un d'eux. « Pendant 1000 ans, l'armée a pris toutes les décisions. Nous n'avons aucune expérience de la démocratie ni du régime civil. Vous apprendrez, leur assura Reed. D'autres espèces ont fait la transition d'une dictature militaire à un gouvernement pacifique. La galaxie vous aidera si vous vous engagez à changer vos habitudes. » La conversation fut interrompue par un message urgent de l'amiral Brooks. Reed sortit pour répondre, laissant les civils Kortak discuter entre eux de leur avenir. « Capitaine, Brooks a dit que nous avions un problème. 3 groupes de combat Kortak, opérant dans l'espace lointain, ont refusé de se rendre. Ils se dirigent vers les colonies du Nexus, menaçant de poursuivre la guerre. » Reed fronça les sourcils. Les colonies du Nexus étaient exactement le genre de colonies pacifiques que les Kortak avaient toujours ciblées. Si les flottes rebelles les atteignaient, des millions d'innocents mourraient. Combien de temps avons-nous? 48 heures, peut-être moins. C'est la ligne dure. Des commandants qui refusent d'accepter la défaite. Ils préféreraient pas brûler la galaxie plutôt que d'admettre leur tort. Reed reporta son regard sur la salle du conseil, où les civils Kortak tentaient de bâtir un avenir meilleur pour leur peuple. Puis il pensa aux colons innocents qui allaient devenir les victimes du dernier acte désespéré du criminel de guerre. « Envoyez-moi les positions de la flotte », ordonna-t-il. « Finissons-en maintenant. » La bataille finale de la guerre eut lieu dans l'espace vide entre les systèmes stellaires. Les 3 flottes Kortak rebelles s'étaient alliées, créant une force combinée de près de 400 vaisseaux. C'était la plus grande formation ennemie que les humains aient affrontée depuis le début de la guerre. Le capitaine Nash dirigeait la force d'interception humaine, se précipitant pour atteindre les colonies avant que les Kortak ne les attaquent. Ces navires poussèrent leurs moteurs au-delà des limites de sécurité, déterminés à arriver à temps. « Capitaine », rapporta son officier tactique, « la flotte ennemie avance plus vite que prévu. Ils atteindront la colonie 6 heures avant nous. » Nash étudia l'écran tactique, calculant distance et vitesse. Il n'y avait qu'un seul moyen d'arrêter le Kortak à temps, mais cela exigerait un sacrifice qu'aucun commandant raisonnable n'accepterait. « Demandez à tous ses équipages, à tous les vaisseaux, » lança-t-il à son escadron. « Préparez-vous à une insertion hyperspatiale d'urgence. Nous allons quitter l'hyperespace directement à l'intérieur de leur formation. » L'équipage de la passerelle échangea un regard. Sortir de l'hyperespace au sein d'une flotte ennemie était incroyablement dangereux. Les champs gravitationnels de tant de vaisseaux pouvaient détruire tout ce qui se matérialisait parmi eux. « Monsieur, » dit prudemment son officier de navigation, « les chances de survie sont inférieures à 30%. » « Alors, il vaut mieux que ces 30% comptent, » répondit Nash. 20 vaisseaux humains se matérialisèrent au centre de la formation Kortak, leurs armes tirant déjà. La surprise était totale. L'ennemi n'eut pas le temps de réagir.
les canons humains s'abattèrent sur leurs vaisseaux à bout portant. La bataille fut féroce, mais brève. Les humains combattirent avec le désespoir de ceux qui savaient qu'ils allaient probablement mourir, mais étaient déterminés à sauver les colons innocents. Les vaisseaux furent détruits, les uns après les autres, jusqu'à ce que l'espace soit envahi de débris et d'épaves en flammes. À la fin des combats, seuls 7 vaisseaux humains étaient encore opérationnels, mais la flotte Kortak était entièrement détruite. La dernière force militaire de l'Empire avait été éliminée, ainsi que la menace qu'elle représentait pour les mondes pacifiques. Suite à cela, la galaxie commença lentement à se reconstruire. La planète natale des Kortak a établi un gouvernement civil avec l'aide du Conseil galactique. Les anciens territoires Kortak ont été libérés pour pouvoir s'auto-gouverner ou rejoindre d'autres confédérations. Des procès pour crimes de guerre ont été tenus pour les responsables du génocide. L'ambassadeur Talon a remis un dernier rapport au Conseil galactique, résumant la fin de la menace Kortak. Les humains sont retournés dans leur espace, a-t-il conclu. Ils n'ont réclamé ni territoire, ni tribu, ni reconnaissance particulière. Ils sont venus quand nous avons appelé à l'aide. Ils ont mis fin à une menace qui terrorisait la galaxie depuis des siècles, puis ils sont rentrés chez eux. Quel genre d'espèce fait une chose pareille ? Demanda le représentant Vex. Talon réfléchit attentivement avant de répondre. Celui qui comprend que parfois la plus grande miséricorde requiert une force absolue. Celui qui traversera la galaxie pour protéger des étrangers, puis disparaîtra sans demander de récompense. Celui qui prouve que les mondes les plus dangereux engendrent parfois les cœurs les plus nobles. Le Conseil galactique a voté à l'unanimité l'établissement d'un mémorial pour tous ceux qui ont péri sous le règne des Kortak. En son centre, une simple inscription disait « Quand le mal semblait invincible, quelqu'un a répondu à l'appel à l'aide. » Aux confins de la galaxie, les vaisseaux humains reprirent leur patrouille silencieuse, guettant de nouvelles menaces et espérant ne plus jamais être sollicités. Mais si un nouvel appel à l'aide provenait de personnes désespérées menacées d'extinction, les humains répondraient à « comme toujours ».